Si, c'est pas grave. Voilà, donc merci pour l'invitation de l'INSA Alumni. Bonjour et bonsoir et merci d'être présent. Et donc, qu'est-ce qui m'amène à faire cette conférence ce soir? Eh bien, en fait, c'est le prolongement d'une réflexion que j'ai démarrée il y a 5 ans à peu près, en même temps que j'ai commencé à donner des cours de biomimétisme dans une école d'ingénieurs de Montpellier. Et finalement, en associant deux champs de compétences que j'ai développés en parallèle au cours de mon parcours suite à mes études, qui sont à la fois le développement de solutions numériques au service de l'économie. En confidence, j'ai développé des services professionnels Minitel entre 87 et 94. Donc l'Internet n'était pas... Voilà, et c'était une bonne préfiguration de ce qui s'est passé par la suite. Donc ça, c'est juste pour l'anecdote. Donc j'ai baigné dans le numérique sans avoir été nécessairement formé. J'ai eu à répondre à des problématiques d'optimisation des organisations sur la base des systèmes d'information dans un monde qui évoluait beaucoup. Hein. Il y avait de très grosses transformations en termes de logiciels, de vitesse, de capacité de stockage et ainsi de suite. Et puis par ailleurs, j'ai une formation d'ingénieur agricole et un doctorat d'écologie. Et finalement, après ce doctorat, 2 ans plus tard, je crée une SS2I. Donc vous voyez un petit peu le cocktail assez inhabituel. Voilà, donc ce qui fait que quand j'ai découvert le biomimétisme, assez rapidement, je me suis dit, tiens, il y a quelque chose dans le biomimétisme en termes d'efficacité qui repose en fait sur l'information. Et chemin faisant, eh bien, je vous présenterai quelques éléments là-dessus. Chemin faisant, j'ai vu que ça avait fait l'objet de recherches scientifiques et qu'on avait des preuves désormais de la performance du vivant et du rôle que l'optimisation de la gestion de l'information pouvait jouer sur ces performances. Alors, je vais un petit peu naviguer en surface d'un certain nombre de domaines que je souhaite voir coopérer le plus possible. Tout à fait, c'est les gorges de la Baume, en Ardèche. Et donc, cet endroit tout à fait merveilleux, eh bien, je vais vous proposer de considérer que, finalement, c'est une entreprise. C'est la nature à l'intérieur de laquelle il se passe plein de choses. Il y a des transactions, il y a des créations de valeur, il y a une organisation. Alors, pour la décrypter, eh bien, justement, il faut sans doute se retrousser un petit peu les manches. Et donc, non seulement c'est une entreprise, mais tout ce qu'on voit là, à part l'eau, et puis l'air dont on devine la présence, eh bien, ça vient de la biosphère, y compris tout ça. Les falaises de calcaire, ça vient de sédiments marins à partir d'organismes qui avaient des squelettes et des coquilles de calcaire. Donc, on va dire, la nature est une entreprise, donc vous êtes d'accord, ça ne fait pas de doute, oui, et nous en faisons partie, et ça, on regardera plus en détail là-dessus. Alors, si on dit la nature est une entreprise, pourquoi pas de la même manière, dire chaque espèce est un livre. Un livre à l'intérieur duquel il y a des informations, et puis on peut dire qu'il y a aussi peut-être une entreprise qui fonctionne à l'intérieur de cette magnifique libellule, qui permet à cette libellule de créer de la valeur, de vivre, de se reproduire, d'interagir avec son environnement, ainsi de suite. Hein, et puis, tout ça, il faut bien que ça repose sur une compétence, sur des capacités. Quel est le siège de ces capacités? Vous l'avez sur le bout de la langue, on va y revenir, je ne vais pas précipiter les choses. Et puis, cette nature entreprise, ces espèces qui sont des livres, eh bien, patatras, la biodiversité est donc une bibliothèque faite d'un certain nombre de livres, très riches, très divers. Et là, je ne sais pas ceux qui ont vu le film Le jour d'après, hein, je pense qu'un certain nombre d'entre vous ont vu ce film, qui imagine un refroidissement aussi soudain qu'intense, hein, et donc qui amène les héros du film, au bout du compte, à se retrouver dans la bibliothèque avec comme seule ressource pour se chauffer les bouquins de la bibliothèque. Alors c'est un peu ballot, et c'est d'autant plus ballot que, quelque part, c'est un petit peu ce qu'on fait avec la biodiversité aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on brûle. Voilà, on dit un vieux qui meurt, c'est une bibliothèque qui brûle. Je dirais une espèce qui disparaît, c'est un stock de données, c'est des montagnes d'astuces, de créativité du vivant qui, d'un coup, disparaissent. Hein, la libellule, qui est d'ailleurs un insecte qui est particulièrement ancien dans son apparition au cours de l'évolution, a des particularités singulières, notamment une capacité de voler à reculons. Hein, bon, et on verra tout à l'heure que certains se sont saisis de cette performance. Et donc, on brûle une bibliothèque
qui vient de cette entreprise nature dont on n'a pas forcément conscience de la valeur. Là, on a une vue Google Earth qui est un petit peu pénible, dans laquelle on voit que finalement, il y a une savane qui est en train de miter une forêt originelle, hein, et puis pas certain que finalement les espèces s'en sortent. Bon, il se trouve que c'était mon sujet de thèse, de savoir comment les équilibres se maintiennent en savane malgré le feu. Bon, mais ça fonctionne quand le pas de temps est assez long, quand... bref, et effectivement, ça contribue à l'évolution des espèces, mais ça dépend du rythme. Voilà, et donc, revenons un petit peu à ce qui fait l'essence de notre présence sur Terre, avec d'autres espèces, ainsi de suite, et revenons à un événement tout à fait historique, à savoir la découverte de la vue de la Terre depuis la Lune, à savoir les missions Apollo. Là, c'est une photo de 72, on pourrait la prendre encore aujourd'hui, mais en tout cas, cette notion de planète bleue, tiens, la Terre est bleue. Ah oui, ok, parce qu'il y a de l'atmosphère, et ainsi de suite. Et donc, il y a une très grosse prise de conscience de la société, de l'humanité, de deux choses essentiellement, c'est que c'était finalement une petite chose fragile au milieu d'un infini vide, et qu'en plus, les limites, elles sont claires, et en plus, normalement, on partage tout ça, et tout ça, c'est des ressources. C'est des ressources, notamment d'air et d'eau, donc des ressources qui ne sont pas des ressources vivantes. Et là, on a une représentation donc, par l'excellente société Globaya, qui produit des illustrations de toute nature, et également un film dont je vous montrerai la première page. Hein, voilà, le volume d'air, hein, vous savez que la couche de l'atmosphère, hein, c'est l'épaisseur d'une pelure de pomme, en gros, hein, par rapport à la pomme. Donc c'est extrêmement fin. Là, on a la totalité de l'eau, et puis je vais détailler un petit peu cette partie. En fait, si on représente uniquement la quantité d'eau présente sur le globe terrestre, et on sait qu'elle occupe à peu près 70% de la surface du globe, il y a, ok, 70%, mais c'est relativement fin. Donc ça, c'est la totalité de l'eau disponible. Ça, c'est l'eau douce, et ça, c'est l'eau douce disponible. Excusez du peu. Donc, il y a un vrai souci, mais pourtant, la nature est une entreprise, et on verra qu'elle est particulièrement ancienne. Alors, en l'occurrence, revenons à la matière. Hein, la matière, qu'est-ce qui constitue la planète? Eh bien, dans la croûte terrestre, on a un certain nombre d'éléments. Hein, les plus calés d'entre nous ont reconnu le tableau des éléments de Mendeleïev. Et là, on a une représentation en hauteur de l'abondance des différents éléments. L'oxygène domine très largement. Hein, et d'ailleurs, il faut savoir qu'au premier temps de l'évolution sur la Terre, l'oxygène, en l'occurrence, c'est un peu dangereux, quoi. Ça oxyde, ça détruit. Hein. Bon, bref. Donc, en tout cas, voilà. Et ça a joué dans la façon dont les espèces ont pu sortir de l'eau et coloniser la Terre grâce aux plantes photosynthétiques. Et finalement, on a réussi... les animaux ont pu finalement coloniser la Terre une fois que les plantes ont commencé à modifier les caractéristiques de l'atmosphère. Bref, je ne vais pas me lancer là-dedans en détail. Donc vous voyez, il y a quelques éléments dans la croûte terrestre. Et puis, comment ça fonctionne tout ça? Alors, je vous ai parlé de matière. Hein, je vous ai parlé un petit peu de la manière dont les matières, eau et atmosphère se répartissent. Et on va regarder ça sous l'angle. Il y a une partie qui est minérale, donc il y a l'eau, l'air, la glace, les minéraux, okay, et puis il y a la partie vivante, et tout ça, ça marche pas en circuit fermé, mais en tout cas, ça marche en cycle, avec une source d'énergie qui est extérieure, et c'est pas pour faire joli qu'il y a deux, alors combien en pourcentage, ça fait 200 millièmes de l'énergie qui ne vient pas du Soleil, elle vient d'où? Non, du noyau tellurique, donc du noyau du magma, c'est l'énergie résiduelle du Big Bang, suite auquel la Terre s'est refroidie. Donc dans son noyau, il y a un certain nombre d'espèces d'ailleurs, hein, sur les dorsales océaniques, qui se sont développées, qui ont réussi à tirer finalement une source d'énergie nécessaire en s'associant à d'autres espèces. Elles ont réussi à fonctionner sans chlorophylle, sans air, sans lumière, sans rien, mais quand même, ça marche. Et donc, l'astuce du vivant, encore une fois, est prouvée. Donc, vous l'avez vu tout à l'heure, oxygène, silicium, aluminium, calcium, fer, côté non vivant, donc pour regarder les éléments les plus abondants. Hein, et de l'autre côté, oxygène, carbone, hydrogène, azote, calcium. Hein. Alors, il y a une façon de le dire, souvent on dit le CHON, C-H-O,
oui, enfin CHON, bon, l'azote n'est pas, si, bah, N pour l'azote. Oui, non, mais le N pour l'azote et le calcium, souvent n'est pas cité, puisque en quantité dans le vivant, il n'est pas si important que ça. Voilà, donc, eh bien, dans le système terrestre, qu'est-ce qui se passe? Il n'y a pas seulement un apport d'énergie, et puis ce cycle, finalement, création de vie, activité, bien sûr, des espèces et des écosystèmes, mais c'est un schéma qu'on a généralement oublié, de René Passet, qui avait proposé une vision du développement durable où, ben, eh bien, les sociétés humaines, elles sont dans le vivant, elles sont dans la biosphère. Et c'est à l'intérieur des sociétés humaines que se trouve l'économie. Donc pour ceux qui ont déjà entendu parler des 3 piliers du développement durable, économie, environnement et société, il y a un bug. Donc en termes de proportion et de positionnement, on n'est pas tout à fait clair. Ok? Donc, eh bien, comment ça fonctionne tout ça, hein, je mets l'accent sur le fait que les sociétés humaines, ben, elles sont à l'intérieur de ce système, elles n'en ont peut-être pas tout à fait conscience. Eh bien, la chimie du vivant, il y a toujours l'oxygène qui domine, mais pour le reste, eh bien, elle se débrouille avec essentiellement de l'oxygène, du carbone, de l'hydrogène, de l'azote, bon, un peu de calcium, un peu de soufre, voilà. Mais c'est très très peu, 25 des 92 éléments, et en ce qui concerne l'homme, on n'est pas dans cette situation-là. À savoir qu'il y a une richesse énorme qui a été développée, une richesse de solutions pour vivre, pour évoluer et pour prospérer sur la planète, finalement, qui repose sur un socle de matière extrêmement réduit, qualitativement parlant. Donc, alors, le point de départ de tout ça, alors, je vous fais grâce de l'énorme, parce que ça, c'est le 20e du gros tableau, du grand tableau récapitulatif des réactions métaboliques au sein du monde organique. Alors, c'est quand même le point de départ, hein, le Soleil. Je vais juste vous montrer 2 petites choses, et je sais que chaque fois que je sors ce schéma, alors je ne sors plus le schéma suivant, puisque j'en ai été guéri par les remarques que j'ai eues, mais celui-là, je tiens, et j'y tiens tout particulièrement, non seulement parce qu'il y a le Soleil au point de départ, mais il y a ici une série de 3 lettres, hein, ATP, pour ceux qui connaissent un petit peu le métabolisme, adénosine triphosphate. Eh bien, en gros, ce sont les piles électriques des organismes vivants. Et quand je dis des organismes vivants, oui, quasiment la totalité des organismes vivants. Pourquoi? Et j'éclairerai ça un petit peu plus tard, enfin vers la fin. Pourquoi? Eh bien, parce que les organismes vivants ont coévolué en relation les uns avec les autres, dans une logique, allez, j'utilise l'expression, dans un système d'exploitation commun à tous. Et donc, à partir duquel les espèces vivantes ont été finalement conduites à suivre les mêmes voies. Et donc, ces mêmes voies, ben, c'est notamment les voies du métabolisme. Et donc, on a des enzymes communs avec des plantes. On a les chromosomes, j'en parle pas, hein, c'est un grand classique. Mais avec les plantes, on a énormément de molécules, de processus chimiques, d'enzymes qui sont communs. Donc ce socle commun, on l'a un petit peu oublié, mais c'est intéressant de le rappeler, et ça c'est tout particulièrement intéressant pour les personnes qui pratiquent notamment les tests d'hygiène en luminescence, hein, l'ATP-métrie. Eh bien, dès qu'il y a de la vie, on trouve de l'ATP et on a la possibilité de faire réagir luciférine, luciférase, ça produit de la lumière, et on a une solution pour toutes les espèces vivantes qui permettent d'avoir une décontamination biologique qui serait présente sur une table, dans un labo ou dans un endroit qu'on souhaite conserver propre. Alors, je vais faire juste un tout petit détour sans parler plus en détail, juste à partir d'un ouvrage qui a été d'un excellent ouvrage sur l'écologie chimique, hein, et les auteurs ont bien senti qu'il y avait peut-être une opposition de sens, voire un antagonisme entre écologie et chimie. Non, parce que la chimie organique, ça existe d'abord, hein, et parce qu'il y a des façons d'utiliser la chimie dans le vivant, hein, qui constituent un moyen finalement pour les espèces d'être en relation les unes avec les autres, d'avoir des indications sur tout un tas de choses. Hein, quand on a commencé à se rendre compte que les phéromones, on s'est rendu compte de ça, je crois, avec le bombix du mûrier, eh bien, oui, les odeurs, les émanations chimiques, avec des dosages extrêmement fins, sont des indicateurs, sont des moyens de communiquer. Hein, et donc, eh bien, à travers justement cette approche
transdisciplinaire avec la chimie, la biologie, le comportement des animaux, la génomique, eh bien, on a véritablement un langage qui est fondé sur la chimie des êtres vivants, hein, et le tableau métabolique, les tableaux des métabolismes qui précèdent, est de ce point de vue-là très indicatif. Alors, j'ai parlé d'énergie, j'ai parlé de matière, donc des éléments du tableau. Il y a quelque chose qui est extrêmement important également dans le monde vivant, eh bien, ce sont les structures. Et donc, vous avez tous reconnu le chou romanesco, on va dire à quoi ça sert, cette espèce de petite... on a, avec le chou romanesco, une illustration sympathique de la notion de fractal. C'est-à-dire que les structures se répètent en descendant et en montant. Alors, quand je donne des cours sur ces matières-là, je projette une vidéo. Il y en a un certain nombre qui traînent sur Internet, une vidéo qui fait, à partir d'une femme allongée sur le sol, fait un zoom avant jusqu'au noyau des atomes et un zoom arrière jusqu'à l'univers, les super-galaxies. Et ce qui est très très intéressant, c'est qu'il y a une symétrie entre le vide incroyable entre les éléments qui constituent la matière et les galaxies. Alors les trous noirs, c'est un autre aspect, je ne m'engagerai pas dans les trous noirs, tu m'excuseras Martier, mais on a véritablement, avec cette vision fractale de l'univers, on a véritablement l'essence de la réalité, de la matière, de la nature, à savoir essentiellement l'organisation d'éléments, ce qu'on appelle des systèmes naturels, qui sont emboîtés, interdépendants. Et pour citer Jean-Marie Pelt et Pierre Rabhi dans le livre qui s'appelle « Le monde a-t-il un sens ?», en gros, ils ont illustré, à partir du Big Bang et jusqu'à tout ce qui se passe dans la biosphère, eh bien, un principe d'associativité. Et une expression que j'utilise souvent et que vous connaissez sans doute, le tout est supérieur à la somme des parties. Eux ils disent encore autre chose, c'est-à-dire que si on assemble des éléments, ce qui est constitué avec ces éléments est un élément nouveau, différent, avec des propriétés nouvelles. Et donc, ce qui fait l'essence du vivant, on pourrait dire de la matière en général, c'est justement que les propriétés sont acquises par l'emboîtement d'un certain nombre de systèmes naturels, depuis le niveau des gènes et des molécules qui les constituent, jusqu'au niveau de la biosphère. Donc cette réalité en millefeuille, c'est vraiment quelque chose qui est extrêmement important à prendre conscience pour pouvoir agir utilement, pour pouvoir comprendre où on est, faire les bonnes analyses et agir avec la parcimonie nécessaire pour ne pas faire n'importe quoi et avoir des énormes catastrophes. Alors, il y a un exemple qui est intéressant. J'ai sorti une illustration parmi les nombreuses études qui sont faites par le CBIOS et sous son impulsion sur les matériaux bio-inspirés. Là, on a bien un exemple. Vous reconnaissez peut-être, si vous avez déjà regardé du bambou d'assez près, la coupe, une tranche de bambou, hein, il y a des petits groupes de trous. En fait, ça commence par, bel et bien, c'est ce polymère qu'est la cellulose, hein, donc un glucide polymérisé, qui s'assemble en microfibrilles, donc on en réunit plusieurs, qui s'assemblent elles-mêmes dans des systèmes de canaux, qui eux-mêmes, et ainsi de suite. Donc on a les longueurs de référence, on commence à 3 nanomètres, et on arrive donc avec 5 mm de bambou, qui constitue, eh bien, si on pourrait continuer et dire, bah, il y a un bambou qui sort du sol, voilà, et ainsi de suite. Ok ? Donc là, on a une bonne illustration de ce qu'apporte, finalement, la structuration de la matière dans le vivant. Et cette structuration, elle ne sort pas de nulle part. J'ai assez peu parlé d'informations jusque-là, mais vous imaginez bien que tout ça, il faut bien qu'il y ait un plan derrière. D'accord ? Alors, il y a un autre exemple, je n'ai pas voulu mettre trop de diapos parce que je ne suis pas certain d'arriver jusqu'au bout déjà dans l'heure qui est proposée. Je ne sais pas, on a jusqu'à quelle heure, Philippe ? 21h. 21h, 3/4 d'heure encore, ça va. On va s'en sortir, je crois qu'on va s'en sortir. C'est une autre image d'un animal qu'on commence à voir pas mal dans les maisons par ici, hein, qui monte au mur, au plafond, aux vitres. Le gecko, le sympathique gecko. Et bien de la même façon, qu'est-ce qui fait la propriété du gecko pour s'accrocher au mur, hein? Eh bien, c'est simplement qu'au bout de ses doigts, il y a des structures, deux structures qui, au bout du compte et dans les structures les plus fines, déclenchent
des forces particulières qui sont une espèce de capillarité de la matière vis-à-vis d'un support, et donc qui lui permettent de courir très vite à la verticale, la tête en bas, ainsi de suite, avec une force considérable. Bon, des chercheurs ont développé, il y a des drones aujourd'hui qui sont capables, enfin pas des drones, mais des petits robots qui sont capables de monter au mur et de monter au plafond, parce qu'on a reproduit ces structures-là. Je pourrais prendre l'exemple, je n'ai évidemment pas traité énormément d'exemples, puisque ce n'est pas le cœur de mon sujet, des exemples d'application. La peau de requin, de la même manière, est utilisée dans des registres assez différents, depuis les combinaisons de nageurs qui peuvent aller plus vite, jusqu'à des systèmes qui empêchent les micro-organismes de se fixer, et qui donc favorisent le maintien de l'asepsie dans les locaux d'établissement de soins. Le morpho, ce papillon qui a les ailes bleues, bleu nacré éclatant, de la même façon, on a utilisé je dirais, sa particularité, les propriétés de ses ailes pour différentes choses, et pas seulement la couleur sans colorant. Bref, je pourrais y passer quelques heures encore. Alors là, je vais vous donner quelques autres exemples de performance du vivant qui sont impressionnantes. Alors, les bactéries comme celle-là, avec un flagelle, c'est-à-dire qui sont capables de se déplacer, elles sont apparues il y a plus d'1 milliard d'années. Elles ont commencé à... Vous imaginez qu'un bestiau qui est petit et aussi ancien que ça, eh bien, il est capable d'avoir un flagelle qui tourne de 6 à 17 000 tours minute. Alors là, c'est le détail, et qu'il faut 20 minutes pour construire. D'accord? Et il y en a des milliards. Et on en a plein dans notre organisme, hein, vous savez, petite anecdote, on a 10 fois plus de micro-organismes dans notre corps que de cellules. Voilà, donc il faut avoir une certaine générosité par rapport à toute cette... voilà, nous sommes des écosystèmes. Admettons-le, nous sommes des écosystèmes une fois pour toutes. Alors pourquoi je vous montre ça? Eh bien parce que nous, pour faire du verre, il faut une sacrée température. Ok, on prend du sable, on met un certain nombre de choses avec, il faut une énorme température. Et bien sûr, dans la nature, eh bien, il y a des organismes qui n'ont absolument pas besoin de chauffer pour fabriquer du verre. Ce sont les diatomées, hein, des algues assez microscopiques qui produisent du coup aussi énormément, donc qui consomment du gaz carbonique, qui sont dans les océans, et bien qu'on des squelettes non seulement qui sont efficaces en verre, on peut aujourd'hui imiter le procédé des diatomées pour fabriquer du verre à froid. Et en plus du verre qui est assez fluide, malléable, exploitable. Donc c'est assez intéressant. Alors, vous connaissez tous l'électricité que produisent certains poissons. Vous voulez une châtaigne, mettez la main dans l'eau. Paf. Voilà. Alors un autre exemple que j'aime bien aussi, hein, c'est ce fameux colibri. Hein, pour certaines espèces qui migrent à travers le golfe du Mexique, 650 km avec 3 grammes de carburant, mais avec en plus un rythme cardiaque à tout casser. Alors attention, quand il dort, ça descend très 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 bas. C'est assez curieux. Et puis avec, pareil, les fréquences de battement des ailes, le vol stationnaire, vous connaissez ça, le long bec pour aller chercher le nectar au fond des fleurs à corolle tubulaire. Bref, c'est magnifique. Là aussi, l'énergie. On commence à voir que finalement la consommation énergétique du vivant, on arrive à faire des prouesses avec juste un assemblage de quelques éléments au fil de l'évolution. Alors, vous voyez ce gentil échassier qui ressemble vaguement à une bécasse, hein, c'est une barge rousse. Alors cette barge rousse détient un record. Lequel? C'est une espèce migratoire. Et c'est une espèce migratoire qui est suivie par les ornithologues, qui est baguée de temps en temps, et sur laquelle on avait un indice de genre d'exploit qu'elle était capable de faire. C'est qu'on s'était rendu compte qu'il y avait certaines espèces de crustacés d'eau douce qui étaient très très similaires en Australie et en Alaska. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Eh bien l'histoire, c'est l'histoire des migrations de la barge rousse, qui ont été mesurées au-delà de 11 000 km sans escale. Wow. Ça fait dresser les cheveux sur la tête, on dit mais c'est quoi ce diable? Pas du tout, c'est pas un diable. C'est simplement un oiseau migrateur qui a optimisé sa consommation énergétique jusqu'au point où
Et vous prenez facilement la métaphore du gros porteur qui décolle avec une grosse cargaison. En fait, et vous, quand vous roulez à vélo, plus vous êtes mince, moins vous avez besoin d'énergie. Hein? Bon, ok. Sauf que la barge rousse, ben, oui, ok, elle a les réservoirs pleins, elle a plein de graisse et tout ça, et donc elle a bien mangé pour pouvoir faire son décollage. Elle consomme de la graisse. Ok. Bon, mais quand elle a plus de graisse, elle est moins lourde. Elle a besoin de moins de muscles pour se propulser. Ces muscles qui fondent. Et puis quand les muscles sont à la limite, elle s'attaque au squelette. Et donc elle va consommer son propre squelette. Donc on a évalué la consommation, l'autoconsommation de la barge rousse, ce qui lui permet d'assurer des performances de vol aussi extraordinaires. Donc voilà, parmi les exemples d'utilisation, d'efficacité énergétique, de capacité de transport, hein, qui sont dignes de nous inspirer. Alors là, je vais peut-être vous surprendre un petit peu, mais je vais aller dans le domaine des capacités mentales, et en l'occurrence des capacités mémorielles, avec ce sympathique singe qui s'appelle Ayumu, hein, qui a travaillé dans une équipe, dans un laboratoire japonais, où ils ont fait ça. En fait, c'est la deuxième génération de singes. Alors, il n'est pas juste entraîné. Il y a une vidéo que je ne vous montrerai pas, mais qui est facile à trouver si ça vous intéresse. Ce singe Ayumu, vous lui affichez pendant, je ne sais pas combien, un quart de seconde ou un dixième de seconde, 10 chiffres, non, 9, au hasard sur un écran, et immédiatement après, il est capable de taper dessus sans, il ne les voit plus, et il est capable de refaire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et vous avez une vidéo où vous le voyez faire, et je peux vous dire qu'aujourd'hui, aucun humain n'a réussi à le battre. Mémoire à court terme, avec un super équipement mémoriel approprié pour, en un seul coup d'œil, il aura repéré les fruits dans l'arbre, il sera capable d'y aller sans plus rien voir. Je ne sais pas, j'imagine que ce genre de situation l'a amené à développer cette capacité. Ok? Alors, depuis le temps que j'en parle, on va quand même regarder un petit peu cette fameuse spirale de l'évolution. Hein? Cette fois-ci, je me suis un peu amusé, ça fait longtemps bien sûr que je traîne cette spirale, non pas parce qu'elle est agréablement proportionnée, mais et puis qu'elle indique que sur une durée de vie de 4,5 milliards d'années, la vie a commencé il y a 3,8 milliards d'années. Avec quelques petits accidents, avec des extinctions massives, au nombre de 5, jusqu'à ce qu'on se dise que peut-être qu'il y avait aussi en ce moment une extinction massive des espèces sur laquelle je reviendrai. Alors, juste, j'attire votre attention, ici 251 millions d'années, donc là on a, je crois que c'est la 5e, oui non, c'est la 4e extinction des espèces. Alors là c'est quasiment, je vérifie juste, excusez-moi, voilà, donc je vérifie juste pour vous donner les chiffres exacts. Oui, soit 95% de la vie marine, donc là, hein, 95% de la vie marine et 70% de la vie terrestre ont disparu. Donc, voilà. Ok? Et puis, celui que vous connaissez mieux, hein, depuis Jurassic Park, c'est la dernière, la 5e extinction, celle du Trias, qui a amené à la disparition des dinosaures et à la possibilité aussi pour des mammifères de se développer et d'élargir leur champ de présence sur la planète. Et puis, alors je me suis amusé, hein, donc j'ai, plutôt que de mettre bêtement 200 000 ans, je me suis dit, ben, on va comparer au milliard, hein, donc on voit qu'on est à 10 millièmes 2 milliards. Donc c'est tout petit. Alors, il y a une autre façon de le présenter qui est intéressante aussi, je trouve. Regardez, non, n'est-ce pas? Voilà, c'est bon. Voilà, j'aime bien regarder ça comme ça. Si vous regardez la durée de vie totale de la Terre, hein, sur une année, en fait, les premières plantes terrestres, c'est au milieu de l'automne. L'apparition de l'espèce humaine, c'est dans les 6 dernières minutes. Et la révolution industrielle, c'est la dernière seconde. Vous voyez un petit peu l'échelle de temps dans laquelle on se trouve. Et, bon, c'est vrai que j'en joue un petit peu sans méchanceté, mais c'est vrai que quand je parle du vivant, souvent j'ai tendance à essayer de rabattre un peu le paquet à l'espèce humaine. À dire, mais pour qui on se prend, quoi, hein? L'homme au sommet de l'évolution. Vous avez peut-être déjà entendu cette expression absurde. Hein, c'est vrai que les Descartes, par exemple, dans le discours de la méthode, ne sont pas pour rien
Bon, alors effectivement, à son époque, ça pouvait se comprendre, l'homme avait besoin de se défendre contre les puissances de la nature, les maladies notamment, et donc son idée c'était, il faut se rendre maître, comme maître et possesseur de la nature. Voilà, ça c'est Descartes. Et puis il y en a d'autres comme ça qui, à leur époque, eh bien, ont un petit peu entretenu cette notion de suprématie de l'homme sur la nature, la biosphère et tout ça. Et alors, encore un schéma qui est très très compliqué, mais vous allez tout de suite comprendre pourquoi je vous le présente. Eh bien, regardez, là, en magenta, ce sont les animaux. Tous les animaux sont là, tous les animaux. Les insectes, les reptiles, les mammifères, machin, tout le reste, bon, alors c'est qualitatif. En biomasse, quoi ça représente, hein. L'espèce humaine, combien de divisions? On aurait dit je ne sais plus qui, le genre de discours un peu martial. Voilà, donc les plantes, vous voyez, ce qui est chlorophyllé, en fait, c'est ce qui est en vert. C'est pas énorme, hein, c'est pas énorme. Et donc, il y a une diversité absolument fantastique qui est à l'origine, comme je vous disais, aussi bien les différentes structures dans les systèmes naturels sont la source de cette richesse de capacité, de performance. Et de la même manière, la diversité dont est constituée la biosphère est également à l'origine, justement, de cette super entreprise qu'est la nature, parce qu'il y a un maximum de compétences réparties, et ainsi de suite. J'y reviendrai encore une fois. Alors, pourquoi ça marche tout ça? En fait, parce que l'ADN, et là aussi, comme pour le métabolisme, l'ADN qui s'est constitué, je vous montrerai quelques images là-dessus, depuis très longtemps, qui concerne pas toutes les espèces, on est d'accord. Les prokaryotes n'ont pas de noyau, enfin bref, ils se débrouillent autrement. Mais quand même, l'ADN a été le moyen de stocker les solutions qui marchent, de les mémoriser, et même d'en ajouter d'autres avec des mutations, des recombinaisons. Et je vous montrerai un petit schéma pour vous montrer comment aujourd'hui, eh bien, il y a des informaticiens qui font de la biomimétique, puisqu'ils vont s'inspirer de la manière dont l'évolution des espèces a créé cette richesse et ces possibilités de résilience. Ce n'est pas un terme qui appartient à ce domaine, mais plutôt à la métallurgie, d'après ce que je sais. Voilà, donc, eh bien, c'est un moyen de stockage où là aussi, on a eh bien, finalement des petites molécules et des, bien spécifiques, hein, les fameuses bases de l'ADN qui permettent de créer 2 brins et tout ça dans des chromosomes avec différentes échelles. Voilà, donc ça c'est un moyen de stockage qui est pas universel, mais en tout cas assez efficace à grande échelle sur l'ensemble des espèces. Et puis il y a l'homme, hein, qui s'enorgueillit effectivement en termes de capacité de la boîte crânienne, mais pas que, également en termes de complexité de la structure du cerveau. Hein, les circonvolutions sont un élément, on revient sur les histoires de structure, hein, sont un élément qui constitue finalement les capacités cognitives, mémorielles. En fait, qu'est-ce que c'est que l'intelligence? C'est dans l'étymologie même. L'intelligence, c'est la capacité à associer des informations, à créer des liens, interligere. Je ne sais pas si c'est vraiment du latin, mais pour moi, c'est ce que ça évoque. Donc voilà, on a nous-mêmes une capacité, mais cognitive, ce n'est pas la mémorisation dans l'ADN, c'est la mémorisation dans notre boîte crânienne, à l'échelle de l'individu, avec la dimension culturelle, et tout ce que ça implique comme difficulté de se comprendre, de communiquer, et d'être peut-être aussi collectivement efficace. Donc voilà, hein, le cerveau, ses circonvolutions, hein, jolie image, avec un système d'axones et de neurones, hein, qui vont permettre de communiquer chimiquement. Vous voyez là aussi la communication chimique au niveau des synapses, hein, avec des neurotransmetteurs, et tout ça à des vitesses colossales, parce que c'est optimisé depuis un temps fou, et c'est optimisé par, on peut dire aussi, plusieurs espèces en parallèle, avec le truc qui marche, on ne le retient pas, le truc qui a bien marché, on le retient, on l'améliore, et au fil des expériences, eh bien, on va réussir à garder des espèces qui sont encore plus performantes. Je fais un peu de management de la qualité, c'est le cycle de l'amélioration continue, très clairement. Hein, très clairement, c'est pas du PDCA, mais à mon avis, c'est encore mieux, hein, très clairement. Voilà, alors, avec ce cerveau, on réfléchit, il y a quand même eu un fameux lanceur d'alerte en 1972, hein, à la demande du Club de Rome,
et donc avec son équipe de membres du Massachusetts Institute of Technology, donc Dennis Meadows, son épouse, et puis 2 autres chercheurs qui ont produit ce document qu'on a eu la malencontreuse idée de traduire, je ne sais pas qui est responsable, par halte à la croissance. Alors quand vous dites halte à la croissance, c'est là qu'on s'arrête. Et ça fait peur, bien évidemment. Vous imaginez les lobbies industriels. Le message n'était pas bon. Donc il y avait un point d'interrogation dans la traduction, sauf que les limites à la croissance, c'est quand même bien mieux comme traduction, et en termes d'impact, c'est bien plus intéressant. Il y a comme ça un certain nombre d'exemples de traduction d'une expression anglaise. On se demande même si les gens n'ont pas fait exprès, alors traduisez en français pour que ça ne marche pas, quoi. Voilà. Donc vous avez aussi des exemples. Je suis ravi. Donc, eh bien, cette équipe-là avait bel et bien, à la demande d'un club d'industriels, qui était présidé par le président de la Fiat à l'époque, bien, il se posait de vraies questions, quoi. Dire, où est-ce qu'on va? Est-ce que c'est bien raisonnable de continuer comme ça? Est-ce qu'on ne va pas dans le mur? Et c'est vrai, on va dans le mur. On y va de plus en plus et de plus en plus vite, malheureusement. Et là, donc, le pendant du tableau que je vous ai montré tout à l'heure avec le tableau périodique des éléments, ben là, on a en gros tout ce qu'on utilise en industrie, et puis ceux qui sont tout rouges, ben, c'est en épuisement rapide. Bref, ça craint, quoi. C'est-à-dire que le développement des technologies, notamment tout ce qui va dans les smartphones, tout ce qui est lié aux semi-conducteurs, à des performances, je dirais, faibles, mais pour un gros impact en termes de signal. Il y a tout un tas de technologies qui se sont bâties justement sur des molécules ayant des propriétés particulières. Et donc, c'est l'utilisation de ces molécules qui aboutit effectivement à un épuisement de certaines ressources naturelles, surtout parce qu'on ne les trie pas derrière. Et puis en matière de consommation d'énergie, on a aussi un phénomène épouvantable. Alors je ne vous révèle pas exactement ma date de naissance, voilà, mais en gros, en 2 générations, 8 fois plus de consommation de ressources primaires d'énergie. Donc, voilà, consommation, ça ne va pas. Et le soleil là-dedans, il est où? On ne le voit même pas. Dans le charbon. Incroyable. Oui, alors effectivement, on peut dire le soleil dans le charbon, le soleil dans le pétrole, c'est bien, super, sauf qu'on n'en refabrique pas à l'échelle de temps qui nous intéresse. Et puis, alors ça, c'est une courbe que je vais régulièrement récupérer. Quand je fais cours, je prends la dernière valeur, puisque c'est un observatoire qui mesure l'atmosphère depuis 1960, juste un peu avant, et puis qui donne la quantité de CO2 en partie par million. Et donc, voilà, ça c'était en décembre 2017. Et voilà, et là c'était le dernier relevé que j'ai eu, donc ça continue à monter. On voit que les 400 ont été franchis, je crois que c'était vers 2015. Alors, vous allez me dire, mais c'est quoi ces dents de scie? C'est pour que ça coûte mieux? Non, c'est pas ça. Non, c'est juste qu'à l'échelle de la planète, vous savez que le climat, ça bascule, un coup c'est chaud en haut, un coup c'est chaud en bas, en fonction de l'inclinaison et des saisons, et puis en fonction aussi bien des organismes chlorophylliens, mais aussi de la fixation de gaz carbonique par les océans. Voilà, tout ça, ça crée un équilibre qui fait qu'il y a une oscillation annuelle qui est régulière. Voilà. Et puis qui peut aussi avoir une influence sur les mesures. Je me suis dit, mais il faudrait que tous les ans, à la même époque, à la même date, je prenne une photo pour que ça soit vraiment significatif. Non, c'est pas grave, ils s'en occupent pour nous. Donc tout va bien. Et nous sommes entrés donc dans une nouvelle ère, et probablement aussi dans une 6e extinction massive d'espèces, alors qui ne nous saute pas au visage parce que, à notre échelle de temps, on ne se rend pas bien compte. Voilà. Donc voilà, avec des horreurs comme celle-ci, une île où on est allé chercher du sable au large. Alors, je ne vous dis pas la guerre du sable, je pourrais aussi vous en parler un petit peu de temps, il y a d'excellents reportages là-dessus. Voilà, là, les fameux océans de plastique, là, les excavations, et puis voilà. Enfin, quelque chose qui fait vraiment peur à voir. Et d'ailleurs, peur à voir, François Terrasson n'est plus de ce monde, j'ai eu la chance de le fréquenter dans le cadre d'un séminaire. Eh bien, lui, il travaillait sur le sentiment vis-à-vis de la nature. Et je souris en regardant mon amie Karine, parce que c'est quelque chose que lui considérait très important d'apprivoiser. Et vous vous rendez bien compte qu'avec tout ce que je commence à vous montrer là, il y a de quoi être impressionné. Donc comment cultiver sa sérénité personnelle, comment réussir à être détendu quand on voit effectivement... et puis chaque individu est un petit peu seul face à tout ça. Ce n'est pas un processus collectif comme ça l'est pour une espèce, je dirais, complète. Voilà. Donc, on a ce phénomène de changement climatique. Là aussi, il y a une vidéo qui pourrait être intéressante, donc je ne vais pas la déclencher pour l'instant.
on y viendra plus tard. Et en tout cas, voilà. En tout cas, alors il y a une expression que j'utilise depuis un certain temps, parce que c'est un concept qui était assez cultivé et qui du coup fait émerger le sujet pour lequel je suis devant vous ce soir. Eh bien, on a bel et bien une raréfaction de ressources qui ont été abondantes à une époque, alors une abondance absolue, mais aussi une abondance relative. Hein. Quand vous discutez avec quelqu'un qui est un petit peu pétrolo-sceptique, qui dit « non, de toute façon, le pétrole, on continue à en trouver, il n'y a pas de souci. Ouais, » sauf que c'est beaucoup plus cher à exploiter au fur et à mesure, et que ça reste une ressource finie. Hein, une ressource finie sur laquelle on continue à s'appuyer pour développer des industries qui dépendent complètement du pétrole. Donc il y a un vrai souci sur tout ça. Alors, à l'inverse, il y a des choses qui augmentent. Vous avez peut-être des idées. Oh, bon, les déchets, non mais soyons... La population, exactement. Donc qu'est-ce qui augmente? C'est non seulement la démographie, mais aussi l'apprentissage, le savoir, la capacité à échanger de l'information, vous voyez, hein, les compétences. Vous savez que la première révolution industrielle et encore la deuxième, avec la mécanisation, avec l'automobile et tout ça, eh bien, il y avait un gros problème de main-d'œuvre. On était obligé de débaucher des gens dans les campagnes. L'Angleterre, qui a été le démarreur de ces révolutions industrielles, avec la révolution du charbon et de la machine à vapeur, avait un vrai problème et, du coup, déclenchait des famines. Puisqu'on allait chercher des agriculteurs pour faire tourner des grosses machines, il fallait les former, il fallait leur apprendre un peu à lire, mais en tout cas, il y avait un processus assez problématique. Aujourd'hui, il y a tellement de compétences que, voilà, on retrouve des docteurs aux caisses des supermarchés, hein, et des informaticiens qui font du babysitting. Oui, parce qu'il y a trop de savoir. Donc qu'est-ce qu'on en fait? Les réseaux, le télétravail, bref. Donc c'est devenu abondant. Il y a deux courbes qui se croisent. Qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, il va falloir réussir à faire quelque chose de ce savoir. Comment faire en sorte que l'information, les connaissances puissent... comment faire en sorte qu'elles puissent inverser un petit peu cette logique. Eh bien, je pense qu'il y a moyen de s'appuyer pour cela sur le vivant. Alors, une illustration que j'ai trouvée récemment à propos d'un cours en intelligence économique, il y a une étude de 2015 qui a étudié de quelle manière on réussit à créer du chiffre d'affaires, de la richesse économique, de la productivité économique, de quelle manière elle s'appuie sur du capital matériel, donc des machines, des bâtiments, des véhicules, voilà, des infrastructures, des matériaux, bref. Et donc, là où en 1975, c'était 83% de vrais moyens de production physique, lourds et ainsi de suite, eh bien, aujourd'hui, en 2015, on était complètement à l'inverse, c'est-à-dire que la création de valeur économique repose aujourd'hui beaucoup plus sur du capital immatériel, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire pas que de l'information, mais aussi des compétences, de l'expertise, et ainsi de suite. Donc, le poids de l'information aujourd'hui dans l'économie, il est considérable. Seulement, si l'information c'est fait pour faire du trading haute fréquence, à savoir de la spéculation et du capitalisme pur et dur, juste pour faire de l'argent sur rien, sur de l'immatérialité, il y a un souci. Il y a un souci qui nécessite sans doute de prendre conscience davantage de la valeur du vivant. Alors, sortons un peu de cette pression psychologique terrible que je vous fais endurer, et voyons cette magnifique chauve-souris au travers d'un clair de lune, bien évidemment, puisque normalement ça se déplace la nuit. Et donc, vous savez comme moi que cette chauve-souris a inspiré des personnes qui avaient envie de savoir comment voler. Donc là, on a une esquisse de Léonard de Vinci, qui est assez célèbre. Et Léonard de Vinci, il ne s'est pas arrêté à la chauve-souris. C'était véritablement, il est considéré comme le père de la biomimétique, je dirais le père en termes formels, puisque bien évidemment, l'homme observe la nature depuis très longtemps pour s'en inspirer, c'est pas toi qui me démentiras, hein, on imite ce qu'on a autour de soi. Donc,
on va regarder, on essaie de comprendre, on essaie d'analyser les processus qu'on observe, hein, ne serait-ce qu'on voit un arbre qui tombe dans l'eau, il flotte, on dit tiens, c'est intéressant, je peux peut-être monter dessus, ça va me faire un bateau. Je ne sais pas, je dis n'importe quoi, mais je veux dire, cette relation à la nature qu'on a un petit peu perdue avec l'industrialisation, avec, je dirais, de plus en plus d'abstraction et de moins en moins de réalité physique, voilà, eh bien, on commence à le perdre. Alors j'ai continué comme ça avec quelques exemples, et puis on a quelque chose d'un peu plus récent. Bon là, c'est pas celui d'origine, hein, c'est le fameux Avion 3 de Clément Ader, parce qu'il avait fait 2 essais avant, hein, et celui-là, ben, il l'avait retenu comme étant capable de voler. Donc voilà, un exemple de biométique, de biométisme dans le domaine aéronautique. Alors il y en a d'autres, hein, ce magnifique aigle, on voit très bien que ces rémiges sont recourbées, en fait, pour éviter d'avoir des turbulences, pour avoir plus de facilité à planer. Eh bien, vous savez que les constructeurs d'avions, désormais, font la même chose. Et on a mesuré des économies d'énergie qui sont liées à une moindre traînée, donc ça amoindrit la traînée. Donc c'est un exemple d'application directe du biométisme. Alors, ce nom, vous ne l'avez probablement jamais rencontré. Moi, je l'ai découvert il n'y a pas si longtemps que ça, en creusant, et je me suis dit, là, il y a vraiment quelque chose à faire. Parce que Étienne Michel, qui était franc-comtois, qui était formé à... Oui, c'est le meilleur. Et qui était formé à l'école polytechnique, je crois qu'il est sorti de l'école centrale de Paris en 1908. Eh bien, oui, il était ingénieur. Mais il était aussi passionné de biologie, de paléontologie. Il était très bon photographe. Et également, il tournait des films. Il s'était intéressé aux productions des Frères Lumière. Et donc, ce type a été à une chaire d'aérolocomotion mécanique et biologique au Collège de France. Quand j'ai vu ce titre-là, je me suis dit, mais c'est fantastique. Il faisait de la biométique dans la première moitié du XXe siècle. Qu'est-ce qu'on nous raconte que c'est Janine Benyus en 97 qui... machin. Non, bah, sauf qu'ils n'avaient pas utilisé le mot. Mais ils utilisaient des mots très très sympas. L'aérolocomotion biologique. Très très sympa. Voilà, et donc cet Étienne Michel, dont on a pu garder, puisque bien évidemment, il a filmé tout ça, hein, puisqu'il faisait la photo, il faisait le cinéma. Donc on a, alors je ne sais pas si c'est un selfie, mais je pense qu'il a fait appel à d'autres compétences, puis on peut mettre une caméra sur pied, n'est-ce pas Philippe? Voilà. Et donc lui, son domaine de prédiction, donc il observait, alors, il faisait du film haute vitesse, de libellules, il fixait les libellules, regardez comment ça marchait, comment ça bouge, et à partir de là, eh bien, il développait les premiers modèles d'hélicoptères de l'époque. Lui, c'était plutôt le vol stationnaire. C'était pas comme Clément Ader. Lui, ce qui l'intéressait, c'est de réussir à faire monter, à maîtriser les déplacements. Il y a une vidéo, encore une vidéo qui date des années 30, probablement par là, absolument hallucinant. Donc cet Étienne Michel, je trouve vraiment qu'il faudrait voilà, lui faire un applaudissement. Parce qu'aujourd'hui, quand on voit un drone libellule, eh bien, le père de ce drone libellule, c'est Étienne Michel. Voilà. Et Cocorico au passage, d'ailleurs, parce que bon, ça ne fait pas de mal. Alors, Georges de Mestral, on pourrait croire qu'il est français. Non, il est suisse. Voilà, donc lui, c'était un ingénieur suisse, hein, mais il y a d'excellents éléments, d'ailleurs, dont on parfois ne peut plus se passer en Suisse. Et donc Georges de Mestral, en fait, tout simplement, lui, il se promenait avec son chien. Et puis, il revient de la promenade, ils sont passés un peu partout en forêt, comme ça, au bord des chemins. Et puis, encore une fois, tu es allé te rouler dans les plantes, tu as plein de trucs, il faut que je t'arrache les fruits de Bardane, hein, les fruits de Grande Bardane, hein, là voilà, hein, celle-là, bah, tiens, elle vient de Franche-Comté aussi, côté de Lens. Voilà, et donc, eh ben, ça s'accroche, tiens, puis il dit, ah, mais tiens, je suis ingénieur, il commence à... Il dit, mais on ne peut pas faire quelque chose là, alors, les fermetures éclairs, les boutons pression. Entre parenthèses, les boutons pression, il y en a plein dans la nature, mais ça n'a jamais inspiré personne. Je vous donne juste, vous irez chercher peut-être après, le topin. Un petit coléoptère, vous savez, quand vous retournez un scarabée, il est là, il n'arrive pas à se retourner. Et bien le topin, il a trouvé la solution. Il a un bouton de pression entre le thorax et l'abdomen. Et donc quand il est sur le dos, il ferme le bouton de pression, et il tire, et tac, et hop, il saute en l'air et il se retourne. C'est fantastique. Et personne n'a été inspiré pour faire le bouton de pression. Le bouton de pression a été fait par quelqu'un qui a pensé sans regarder la nature. Donc c'est intéressant de signaler cette exception parce qu'il n'y en a pas beaucoup.
Voilà. Alors, bien ça, vous avez tous compris, c'est le père du velcro. Alors lui, pour le coup, il a réussi à en faire une affaire rentable, industrielle, il a posé les brevets, tout ce qui allait bien. Il a pris son temps pour transformer ça en ressources économiques. Alors, retournons au Japon, retrouver notre ami chimpanzé extrêmement rapide. Très curieusement, les oiseaux se courent de la grande vitesse sur rail. Alors, c'est un grand classique, hein, mais seulement sur une part du récit. Parce que, et je ne vais pas commencer par le plus classique, ben oui, par exemple, la chouette a inspiré, alors déjà c'est une histoire humaine, c'est-à-dire que notre fameux Eiji Nakatsu, bon, lui c'était un ingénieur, hein, il connaissait les machines, les matériaux, voilà. La vie il ne connaissait pas trop, par contre il savait identifier des difficultés qu'il avait avec le TGV dont il était ingénieur, il travaillait pour le développement, les améliorations de leur Shinkansen, donc qui est le TGV japonais, enfin le train à grande vitesse japonais. Et donc il y avait des soucis. Au Japon, d'abord, il y a des normes environnementales en matière de bruit, notamment, qui sont extrêmement contraignantes. Et il y avait, du coup, un problème. Il y a aussi beaucoup de tunnels sur certaines voies. Donc un TGV qui rentre à 200 à l'heure, voire 300 dans un tunnel, ça fait un bang. Ça risque de casser aussi des choses dans le tunnel et dans le TGV. Et du coup, il y avait un souci de pénétration, changement de milieu, densité, tout ça. Et ils discutent, ils rencontrent, fait la connaissance, l'histoire raconte qu'ils sont venus rencontrer, enfin je sais rien, un ornitho qui a commencé à discuter avec lui, donc un ornithologue et un ingénieur ferroviaire. Et l'ornithologue, il dit, mais changer de milieu brutalement comme ça, sans faire une vague et en réussissant à attraper sa proie, ça existe. Vous le connaissez. Hein, je vais passer tout de suite à la suite. Le martin-pêcheur. Le martin-pêcheur est capable de plonger dans l'eau presque sans faire de vague et d'attraper un poisson qui est à 20-30 cm dessous, sans problème. Voilà, donc celui-là est bien connu pour le Shinkansen, mais je vais quand même revenir à la raison pour laquelle il consultait un ornithologue dans un premier temps, c'est parce que le caténaire du TGV était extrêmement bruyant, il y avait un bruit de sifflet. Et donc, l'ornithologue est allé observer les plumes, le détail des plumes de la chouette pour voir quelle était la structure qui permettait à la chouette, rapace nocturne, d'approcher ses proies sans faire de bruit et donc de les attraper au dernier moment. Donc, vous voyez que la furtivité des oiseaux par rapport à leur proie était une excellente entrée d'informations utiles pour réussir à résoudre des problèmes de bruit du Shinkansen. Et donc, le fier ingénieur japonais est là devant la dernière version de son Shinkansen. Et grâce aux oiseaux, eh bien, les Japonais ont pu se déplacer plus vite sur rail sans trop faire de bruit. Voilà. Alors, je vais vous faire une petite devinette. Je pense que là, maintenant, vous êtes chaud pour ça. Alors, imaginez qu'un architecte se voit sollicité pour construire un édifice de 60 mètres de hauteur. Ceux qui le savent sont priés d'attendre un peu. La surface au sol est ronde d'un diamètre de 2 mètres. 60 mètres, 2 mètres, il y a un souci. Déjà, c'est compliqué. On continue. Les 20 mètres supérieurs ont une surface souple, découpée, bien fixée, surface de 15 hectares. Des panneaux solaires assurant aussi la régulation de l'humidité. Bref, vous avez tous compris. Je ne laisse pas le suspense durer davantage. Sur sol meuble, avec des fondations seulement sur 3 mètres, alors qu'il y a 60 mètres au-dessus. Bref, ça s'auto-répare, ça se reproduit tout seul. Et surtout, le plan de l'édifice tient dans un tout petit truc de rien, et j'ajoute la dimension temporelle, et qui peut rester dans le sol pendant des dizaines d'années sans problème. L'information, quoi. Hein, l'information du vivant, c'est bien ce que je disais, non? Voilà, donc, eh bien, voilà, c'est donc une devinette qui a été concoctée par mon prof de botanique Francis Allais dans Plaidoyer pour un arbre. Voilà. Et alors j'aime bien aussi revenir à Henri Laborie, que d'ailleurs j'ai trouvé il n'y a pas très longtemps dans son document La Nouvelle Grille. Là encore, avec Henri Laborie, on a quelqu'un qui a une pluridisciplinarité interne, il est à la fois psychologue, médecin, chirurgien. Je crois qu'il a fait plein de choses autour de ces compétences-là. Et surtout, il réfléchissait au sens de son activité. Il essayait de comprendre justement, et il est arrivé à cette expression finalement de ce qui sortira un certain temps plus tard dans les recherches scientifiques. À la masse et à l'énergie, le vivant ajoute l'information.
Donc la masse, la matière, l'énergie, on a vu ce que c'est, et bien il y a l'information en plus. C'est la caractéristique de cette information, c'est la manière dont elle est sélectionnée, conservée, transmise, optimisée et réduite en volume, sans consommer beaucoup d'énergie, qui fait que, finalement, le vivant a continué à prospérer. Alors, donc les recherches dont je vous parlais, hein, de Julien Vincent et un certain nombre d'autres co-auteurs, dont les fondateurs de Biotrice, qui est une société qui innove sur la base d'une méthode d'innovation qui s'appelle TRISE, qui est d'origine russe, et qui est extrêmement pertinente, par exemple à l'école des Minales, ou l'IMT Minales, eh bien, on utilise cette méthode, mais voilà, eux, ils l'ont utilisée dans le cadre de ce travail de recherche pour évaluer finalement les éléments qui contribuent à trouver une solution. Qu'est-ce qui est mobilisé pour trouver une solution? Eh bien, dans le vivant, bien que l'ADN et la sélection des gènes fait que c'est l'information qui est à la base de tout ça, en énergie et en matière, ça ne coûte pas très très cher. Eh bien, on a un modèle qui met clairement en évidence la frugalité du vivant par rapport à la consommation énergétique et la consommation de matière. Et donc, on a une preuve, et moi, c'est ce schéma-là que j'ai découvert en 2013-14, qui m'a vraiment ouvert les yeux, qui m'a donné une opportunité pour faire se rejoindre deux éléments de mon parcours, côté numérique d'un côté, côté biosphère de l'autre. Je me suis dit, là, ça marche ensemble, on va pouvoir faire quelque chose avec. Voilà. Donc, un schéma qui séduit, y compris les informaticiens. Alors, rentrons un petit peu dans l'os. Oui, c'est une tête de fémur. Hein. Je pense que c'est une tête de fémur. Voilà. Et donc, un petit schéma un peu comique qui, en fait, illustre... Il y a eu un travail de recherche. Enfin, il y en a eu plusieurs, bien sûr. Mais la question qui se pose, c'est l'ADN. Combien de gigas, combien de téraoctets peut-il stocker de quelle manière on peut en établir la mesure, la preuve, et mesurer également la longévité. Et donc, il y a eu des travaux sur ce sujet par des équipes scientifiques, et en gros, voilà ce que ça donne. Hein, donc, en termes de... alors, ce n'est pas tout à fait le résultat de ces travaux, non, bon, peu importe. Toujours est-il que, en résultante, eh bien, à partir de l'ADN de bactéries, on est quand même 1000 fois plus, une capacité 1000 fois meilleure que la puce qui est en train d'enregistrer la vidéo de cette conférence. Hein. Et non seulement ça, mais il y a également la durée de conservation des données. Ben oui, en fait, l'ADN, c'est extrêmement robuste. C'est pour ça que je vous parlais des fémurs. Parce qu'aujourd'hui, on est capable, donc les généticiens, les paléontologues sont capables d'aller chercher des brins d'ADN, voire de le réparer. Et ces réparations d'ADN sont assez similaires aux opérations qu'on pratique sur les disques durs, sur les supports de données numériques. Donc, en appliquant cette même méthode, eh bien, on a réussi à s'assurer que l'ADN avait une longévité qui pouvait aller très 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 loin, plusieurs milliers d'années sans souci. Parce qu'il y a un système de régénération donc, qui a été simulé par des moyens thermiques. Et donc, à partir de ça, on a non seulement mesuré la capacité de stockage de l'ADN, mais également sa capacité à conserver la mémoire très très longtemps. Alors là, on a un truc incroyable, c'est pour ceux qui ne lisent pas l'anglais. 1 kg d'ADN permettrait de stocker les données du monde entier. Les bras mentons. Voilà. Bon, enfin, je vais passer à la suite. Donc, en gros, un des aspects assez intéressants du biomimétisme en matière numérique, eh bien, c'est que les informaticiens se sont rendus compte que le mode d'optimisation des solutions, la recherche de la meilleure solution, permettait d'économiser un temps fou si on s'inspirait de celle qu'utilise l'évolution des espèces, en l'occurrence l'ADN, et on a 4 opérateurs qui sont d'une part, alors c'est dit dans des termes qui peuvent être un petit peu froids, un peu austères, un opérateur de sélection, définir les parents de la future génération, rendre la chance de sélection proportionnelle à la performance des individus. Ah oui, celui qui survit, c'est celui qui est le plus performant, ça tombe sous le sens. Voilà, en gros, une illustration du principe. Alors là, ce petit problème-là, moi, il m'a tout de suite fait penser au problème ce qu'on appelle les espèces invasives. C'est-à-dire quand une espèce a trop d'atouts par rapport à un milieu qui est face à une absence de concurrence, parce que sa performance est nettement supérieure, localement, donc
localement supérieure, eh bien, ça pose un problème de raréfaction de la biodiversité. Donc, ce point est intéressant, et pas uniquement pour la biosphère. Le crossover, tout simplement, l'accouplement, chacun sa moitié d'ADN, tiens, moi je le mets là, moi je le mets là, et puis ça fait des recombinaisons de patrimoine génétique. Il y a la mutation que j'ai déjà évoquée tout à l'heure, une petite erreur, assez peu fréquente, mais qui suffit quand même pour entretenir des évolutions qui, des fois, d'ailleurs, la mutation, elle peut être létale, mais pas que. Des fois on la garde sous le coude, et puis si un jour il y a des circonstances inattendues, peut-être que les mutations auront permis de préparer quelque chose qui tient la route. Voilà. Et puis l'opérateur de remplacement, c'est juste qu'on repart au début de la boucle, donc je ne vais pas plus loin. Alors, c'est employé, par exemple, on peut utiliser des algorithmes génétiques pour résoudre le fameux problème du voyageur de commerce, qu'on pourrait d'ailleurs transposer au problème du magasinier. Il a une liste de courses, et puis il regarde chaque truc, il dit ça c'est là, ça c'est là-bas, ça c'est là-bas. Il y a un petit travail de mise au point pour optimiser et arriver à ça. Voilà. Et on utilise bien sûr beaucoup pour, par exemple, les véhicules autonomes. Aujourd'hui, on s'intéresse au choix des trajectoires en s'appuyant sur ces algorithmes génétiques. J'ai découvert en préparant la conférence une réflexion, un dialogue entre développeurs informatiques. Il y en a un qui cherchait un algorithme génétique de cochlée. La cochlée, c'est l'organe qui permet d'entendre. Et il cherchait à optimiser un traitement informatique de signal plus rapidement pour pouvoir transcrire en données compréhensibles par le système nerveux, sans passer par le nerf auditif. Vous voyez le travail. Donc, je veux dire, l'algorithme génétique, il y a pas mal de... il y en a sous le pied, on va pouvoir avancer là-dessus. Et en tout cas, en termes d'efficacité, c'est considérable. Et puis, je ne sais pas parmi vous si certains sont allés plus loin que la photo qu'il y avait sur l'annonce de ma conférence, ce truc jaune, un peu apparemment visqueux. Je ne sais pas si vous avez regardé, non? C'est pas un champignon, c'est le blob. Alors le blob en référence à un film des années, je ne sais plus, non, enfin bref. Non, alors c'est un organisme extrêmement curieux qui n'a pas de cellules. En fait, c'est une seule cellule, mais avec des noyaux qui se déplacent. Donc il est quand même capable de gérer des situations. Et la principale situation qu'il gère, et de manière extrêmement efficace, c'est aller chercher à manger. J'ai faim, et donc j'y vais. Et donc la chercheuse du CNRS que j'ai donc citée, Audrey, qui est de l'Université de Toulouse, eh bien, elle a découvert cet organisme, elle a commencé à s'y intéresser, elle a fait des tests, elle s'est rendue compte que les flocons d'avoine déclenchent, je dirais, une réaction immédiate de la part du blob, et que grâce à ça, eh bien, elle a pu jouer avec. Étudier, bien sûr, c'est pas seulement pour jouer. Mais alors, c'est assez marrant parce que, du coup, on a quelque chose qui ressemble à de l'algorithme génétique, c'est-à-dire un petit peu les essais et les erreurs. Donc, en gros, un développement par essais successifs. Et voilà l'exercice qu'elle lui a fait faire. Alors, je ne sais pas si certains de vous ont une connaissance précise de la géographie de la capitale du Japon, Tokyo. Non, c'est peut-être pas Tokyo, c'est la capitale économique peut-être. Bref. Et donc là, en fait, on a la côte, et représentée par des flocons d'avoine, eh bien, on a les principales agglomérations, les principales villes qui sont desservies par le réseau ferroviaire de Tokyo. Et donc, tout simplement, en posant un paquet de blobs ici, et en le laissant se développer, donc je vais vous montrer les étapes, on refait le schéma de dessert des différentes villes, le schéma optimisé des différentes villes qui sont desservies par le réseau ferroviaire de Tokyo, qui a été commencé il y a très très longtemps. Et donc voilà les étapes successives. Eh ben, première heure, on regarde. Deuxième heure, on part dans tous les sens. Troisième, on commence déjà à avoir quelques lignes de force. Quatrième, on a repéré les trucs importants, y compris à distance. On enlève ce qui ne sert plus à rien, et résultat, au bout de 26 heures, on a le schéma idéal. Alors, il y a des gens qui se sont amusés à faire ça en Espagne pour voir si le blob trouve le réseau routier. Aux États-Unis, pareil. Donc, on peut utiliser une espèce d'organisme bizarre, une paramécie géante à plusieurs noyaux, pour faire du calcul, juste par son comportement trophique intelligent. Intelligent, pas de cervelle, voilà,
un truc qui ressemble à rien, mais qui est extrêmement performant, et c'est du vivant, tout ça. Voilà, donc, en plus grand, mais j'ai pas trouvé, j'ai cherché la carte surtout de Tokyo, je l'ai pas retrouvée. Voilà, alors, récapitulons, revenons à Janine Benyus, je vois qu'il est 9 h, il va falloir s'acheminer vers une conclusion. Janine Benyus, donc, qui est celle qui a un peu inventé quand même le terme de biomimétisme en 97, qui est une agronome, botaniste, enfin bref, d'une région très sauvage, avec beaucoup de forêts, de bois. Enfin, c'est quelqu'un qui considérait la nature non seulement comme une entreprise, mais surtout comme un endroit où ça vaut le coup d'écouter, regarder, s'inspirer. Bref, et donc elle a produit un premier bouquin qui s'appelle Biomimicry, qui a été traduit bien tardivement, je trouve, puisque c'était, je pense, en 2012, hein, ou 2011, je crois, la traduction française. Bon, ça a pris du temps. Et donc, il y a 7 principes qui sont assez simples. Hein. Utiliser principalement l'énergie solaire, on l'a vu. Utiliser juste la quantité d'énergie dont on a besoin. On ne chauffe pas autour, hein, on garde pour soi. Recycle tout. Bah oui, si c'est disponible directement dans les déchets des autres, tant mieux. Et on aime les déchets. La nature récompense les coopérations. Il y a quelques illustrations sur lesquelles je vais insister pour conclure. La nature parie sur la diversité. Bah oui, s'il y a une diversité, s'il y a une différence là, c'est que tu as quelque chose à m'apprendre. Tu peux me donner quelque chose que je ne connais pas, et ainsi de suite. Donc ça, c'est intéressant. La nature travaille avec les ressources locales. Ben oui, on va chercher midi à 14 h, sauf le blob, hein, qui peut faire prendre le chemin pour aller chercher les flocons d'avoine. Et puis la nature utilise des contraintes comme des opportunités. Ben oui, c'est un point d'appui. Tiens, c'est un petit peu difficile. Ici, on va en profiter pour avancer un petit peu. Voilà. J'aime bien les métaphores physiques. Alors, intelligence collective, agilité, coopération, vous voyez où je veux en venir. Je suis quand même sur un domaine qui est un peu mon quotidien, c'est l'accompagnement des organisations à la transformation, à l'innovation, à la réflexion, à l'intelligence collective. Eh bien voilà, l'intelligence collective du vent de poisson. Tiens, en fait, où est le chef? Non, non, c'est pas lui le chef. Il n'y a pas de chef. Voilà. D'ailleurs, rien de tel que de se mettre ensemble pour réussir à éviter les prédateurs. J'aime beaucoup cette illustration qui met bien en évidence l'intérêt de se mettre ensemble. On paraît plus gros. Alors, toujours cette photo qui est d'une part très jolie, qui rend en plus hommage à Jean-Marie Pelt. La coopération crée, la compétition trie. Et vous voyez cette espèce d'illusion pas mal de biologistes, même jusqu'à René Barjavel, un auteur français de science-fiction des années 60, 50, 60, qui avait écrit un bouquin qui s'appelait La fin du tigre. Et en fait, il décrivait la nature comme un truc où tout le monde bouffe tout le monde, quoi. Il le voyait uniquement du côté obscur. Du côté, non, mais sauf que ça, on a fini de vivre, on a un déchet pour les autres, on n'est pas assez compétitif, c'est normal qu'on cède de la place. Bref, il y a une logique du vivant, pas de souci, mais il y a aussi une logique de coopération qui, suivant le principe d'associativité qu'il a développé donc avec Rabi, eh bien, fait en sorte qu'il y a de nouvelles possibilités, et j'ai envie de dire, de nouvelles valeurs. Quand on se met ensemble, on arrive à faire émerger de nouvelles valeurs, de nouvelles possibilités, à aller plus loin. Vous la connaissez celle-là aussi, tout seul on va plus vite, ensemble on va plus loin. Donc c'est la même logique. Alors j'aime bien cette photo qui dit, là on avait vu un poisson clown dans une anémone, ok, c'est deux organismes séparés. Et là les organismes ils sont carrément mis l'un dans l'autre. Hein, et l'algue apporte la capacité photosynthétique, et le champignon, eh bien, une capacité de survie, puis surtout à maintenir un milieu dans lequel l'algue peut persister sur le long terme. Bon, je ne peux pas... voilà, le collectif, quand même, chez les abeilles, c'est un truc extrêmement important en matière de coopération. Et puis en plus, j'ai fait un petit schéma pour vous rappeler, ou vous faire découvrir, si vous ne le saviez pas, que les abeilles sont capables d'indiquer la route. Donc les vieilles butineuses indiquent la route aux nouvelles butineuses en faisant une danse qui a été à l'entrée de la ruche, qui a été décryptée par un apiculteur au XVIIIe siècle. C'est dire s'il était observateur, celui-là. Et donc, eh bien, la butineuse est observée par les autres, et du coup, elles savent à quelle distance sont les fleurs, est-ce qu'il y a une quantité importante, et ainsi de suite. Donc, c'est assez hallucinant de voir à quel point une coopération sans chef peut être extrêmement performante. Autre type de coopération assez jolie à voir, hein, les fourmis qui sont des reines de l'entraide, hein, ouvrières, mais extrêmement solidaires aussi. Je n'irai pas plus loin dans le commentaire. Et puis, évidemment, les roboticiens ont commencé à essayer de transformer ça sous une forme mécanique, maîtrisée, ainsi de suite. Ben oui, est-ce qu'on arrive à faire voler ensemble des drones qui ne vont pas se rentrer les uns dans les autres? Est-ce qu'ils vont réussir à coopérer? On a fait même des drones sur roulettes qui étaient capables de s'associer pour tirer un véhicule 2000 fois plus lourd qu'eux.
Bref, ça marche. Hein, et puis on fait des petits robots comme ça qui sont capables de réaliser un travail à plusieurs, juste par une programmation. Et ce qui est intéressant, c'est que les roboticiens et les développeurs qui travaillent là-dessus font en sorte d'avoir un jeu d'instruction aussi réduit que possible. Et ça, c'est intéressant parce qu'effectivement, le jeu d'instruction réduit, c'est une des caractéristiques de la nature. Alors, pour parler aux ingénieurs en particulier, voilà, les ingénieurs, ils cherchent des applications. Alors souvent, ils ont les œillères, c'est pour ça que je veux absolument enseigner le biométrisme dans les écoles d'ingénieurs où on a des gens qui font surtout maths, physique, chimie, mécanique, informatique et ainsi de suite. Oui, le problème c'est que le vivant, ça peut faire plein de choses. Et ils se rendent d'ailleurs assez compte, et il y a un appétit pour le biométrisme qui est croissant. Et d'ailleurs, le CBIOS fait là-dessus une animation de groupe de travail sur la formation en biométrisme. Voilà. Donc, voilà. Et puis, là, c'est carrément un mathématicien, informaticien. Lui, il dit, oui, mais moi, de mon côté, si je travaille juste avec mes seules compétences, je ne pourrais pas aller très très loin. Et donc, il est nécessaire de s'appuyer sur les leçons du vivant. Voilà. Ça, c'était un petit mot de Jean-Marie Pett, mais je n'aurais pas dû le mettre tout de suite. À quoi on va pouvoir utiliser ça et quels sont parmi les enjeux auxquels on peut répondre en s'inspirant du vivant? Notamment, c'est transformer les modèles de production linéaire qui aboutissent à des déchets dont on ne sait plus quoi faire parce qu'on les a pas triés, parce qu'il y a des déchets toxiques en quantité dispersée qu'on aurait pu récupérer parce que ça coûte très cher à trouver ou à fabriquer. Donc, voilà un des champs. Et puis, on peut aller aussi vers l'écologie industrielle. Et là, c'est de l'information. Je prends juste un petit exemple. Vous avez une bouteille de plastique, il n'y a rien écrit dessus, il n'y a pas de signe, on ne sait pas ce que c'est. Est-ce que c'est du PET, est-ce que c'est du PVC, est-ce que c'est un alliage, ceci, cela? Eh bien, pour avoir travaillé à l'époque où on a commencé à trier le plastique, au salon Polytech, je me souviens des grosses machines qui faisaient un bruit pas possible parce qu'elles avaient des systèmes de repérage quel type de plastique c'est. Alors, elles faisaient ça avec une souffleuse, c'était horrible. Il y avait une problématique d'identification de l'origine du plastique. Si on ne sait pas quel déchet, s'il n'y a pas de signature, s'il n'y a pas d'étiquette, s'il n'y a pas moyen de repérer, ça n'a plus aucune valeur. On ne peut pas le recycler. Donc, l'information, elle doit être associée au processus. Et ça marche comme ça aussi dans les entreprises, non? Donc, voilà le site de Kalundborg au Danemark, qui est le modèle mondial pour ce qui concerne l'écologie industrielle, parce que la collectivité s'est intéressée à ça. Ça part d'une centrale à charbon qui avait un système de traitement des fumées, qui était susceptible de produire de quoi fabriquer, en fait, de produire du gypse. Et il y avait justement un fabricant de plaques de plâtre qui était dans les barrages, qui dit, mais le gypse, là, au lieu de le faire venir du Chili, je pourrais peut-être le prendre chez vous. Et ainsi de suite. Et donc, on a un système qui est organisé, qui communique. Et aujourd'hui, donc depuis 2-3 ans, je pense maintenant, il y a une réglementation pour l'économie verte, et ainsi de suite, qui intègre le développement de l'économie circulaire. Et donc, ça consiste en quoi? Ça consiste à identifier qui a quels déchets, qui a quels excédents, où est-ce qu'ils se situent sur le territoire, et comment on pourrait arriver à les faire travailler ensemble. Donc voilà un des modèles d'écologie circulaire. Et je vais terminer simplement par un schéma qui est celui dont je vous parlais tout à l'heure, celui de René Passet. Oui, en fait, l'homme, alors là, il a pris beaucoup de place, mais c'est un peu ce qui est en train de se passer avec l'Anthropocène. Donc l'homme, il est à l'intérieur de la biosphère, et à l'intérieur de l'Anthroposphère, il y a le sous-système économique. Et là, il y a quand même un écueil avec ce sous-système économique, c'est qu'il est passablement aveugle aujourd'hui. Dans le sous-système économique, on va acheter des matières premières, on vend des produits, on produit des déchets, on essaie de les recycler, mais ce n'est pas toujours top. Bref, il y a des déperditions, des pollutions, il y a un certain nombre d'impacts qui, en gros, ne sont pas pris en compte par la comptabilité, ce qu'on appelle les externalités. Et puis, on bénéficie de ce qu'on appelle les services écosystémiques. Quand il pleut, est-ce qu'il y a quelqu'un qui paye? Quand il ne pleut pas, oui, ça coûte. Je sais pas moi, quand les processus d'épuration, la photosynthèse, vous la payez? Vous exploitez du bois, vous ne payez pas la ressource. D'accord? Donc tout ça, c'est ce qu'on appelle les services écosystémiques. Bon, je pourrais vous passer une heure dessus encore, mais on va les laisser où ils sont. Ce que vous comprenez bien, c'est que, en gros, l'homme utilise la biosphère, mais ne la rétribue pas. C'est ce qui va apparaître assez clairement tout à l'heure. Donc l'anthroposphère, eh bien, fait fonctionner un sous-système économique et en bénéficie, soit l'économie circulaire, eh bien, elle vise à faire fonctionner en circuit fermé
Moi, j'aime bien le modèle de l'exploitation agricole par mes études polyculture-élevage. Polyculture-élevage, il y avait un minimum d'entrants et de sortants et un maximum de choses qui tournaient à l'intérieur de l'exploitation. On récupérait tout. Hein, les épluchures aux poules, les légumes venaient du jardin, hop, 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 et ça tournait. Il y avait un minimum d'achat et un minimum de vente à l'extérieur. Et puis, bien sûr, le biométisme qui est un socle en termes de modèle à suivre, en termes d'organisation de la réflexion et dans plein de registres. Ce qui manque là-dedans, donc il y a bien sûr le flux, ce qui manque c'est, ben oui, on consomme des services écosystémiques, on consomme des produits de la biosphère qui ne sont pas du tout payés et qui surtout ne sont pas rétribués. Voilà. Et donc ce schéma, que je dois à ma collaboration avec Emmanuel Delannoy, qui avait fondé l'Institut Inspire, eh bien, c'est le schéma de la perma-économie, c'est-à-dire une économie qui tient compte de sa place à l'intérieur du système terrestre, à l'intérieur de la biosphère, et qui tient compte des interactions avec celle-ci. Donc, premier ouvrage produit par Emmanuel, l'économie expliquée aux humains. Alors, pourquoi il y a un longicorne, là, hein, qui est le Cérambyx cerdo du grand chêne? En fait, c'est qu'il raconte l'histoire comme étant racontée par l'insecte. Donc, il lui a confié au creux de l'oreille que, bah, les humains, vous faites quoi? C'est pas le pétrole, ça va s'arrêter, hein, vous allez être plongeant comme devant. Hein, et puis donc, permaéconomie, c'est un assemblage un petit peu de toutes ces notions d'économie circulaire, d'économie de la fonctionnalité, c'est-à-dire qu'on a besoin d'un service, on achète le service. On a besoin de pain, on va chez le boulanger. On n'achète pas la machine à faire le pain. Donc, économie de fonctionnalité jusqu'à Michelin, hein, qui aujourd'hui ne loue pas des pneus, fournit des pneus, dont Michelin reste propriétaire et ils assurent le meilleur fonctionnement possible de ces pneus, pour lesquels ils ont du coup développé des procédés qui les rendent plus durables, plus efficaces, et tout le monde est gagnant. Voilà, je vais m'arrêter à cette diapo et à vos remerciements par rapport à votre gentille attention. Le but, c'est Philippe, j'ai rajouté ça quand on disait il faut qu'on arrive à vivre, vous savez, c'est cotiser, c'est bien. Oui, c'est pas bon. Il faut que ça rentre, il faut que ça sorte. C'est ça, c'est circulaire. Voilà, c'est circulaire.